Plus qu'une semaine de campagne, c'est la dernière ligne droite. Dimanche prochain, nous votons pour le premier tour des élections législatives. France 3 Rhône-Alpes poursuit ses débats afin de vous aider à faire votre choix. Aujourd'hui, dans Dimanche en politique, un débat 100% stéphanois. Bonjour à tous, merci d'être fidèles à nos débats. Dimanche en politique est diffusé en direct sur Facebook et en différé sur l'antenne de France 3 Rhône-Alpes. La Loire compte 6 circonscriptions. Nous avons choisi la première d'entre elles. Elle couvre à peu près la moitié nord de Saint-Thé, avec quelques communes de banlieue. On détaillera ses contours dans un instant avec ma consoeur de France 3 Loire, Claire Exbraya, qui va donc co-animer ce débat avec nous aujourd'hui. Bonjour Claire. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Avec nous sur ce plateau, 4 candidats. Je vais vous demander, madame, messieurs, de vous présenter rapidement âge, profession, appartenance politique et puis mandat, si vous en avez. Régis Jonico. J'ai 45 ans, je suis marié et père de 2 garçons de 10 et 14 ans. Je suis de profession fonctionnaire territorial, mais j'ai travaillé auparavant au ministère de la Défense pendant 5 ans. J'ai enseigné à l'Institut d'études politiques de Lyon ces questions-là. Et j'ai travaillé également à l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail sur la question de la qualité de vie au travail, qui est devenu un des sujets aujourd'hui de négociation dans les entreprises. Et vous êtes député socialiste. Je suis député, effectivement, candidat effectivement à ma reconduction. Avec ma suppléante Arlette Bernard, nous sommes engagés à ce que ce soit le 3e et dernier mandat. Et donc j'applique par anticipation une loi qui va bientôt être votée dans quelques semaines sur les 3 mandats consécutifs identiques. Alors, s'il vous plaît, on ne va pas commencer tout de suite le débat. Je demande une présentation relativement rapide. Gilles Artigue. Je suis né il y a 52 ans à Saint-Étienne. Je suis marié et père de 4 enfants. J'ai été professeur de mathématiques avant de m'engager dans la famille centriste. Actuellement, je suis président de l'UDI de la Loire et premier adjoint au maire de Saint-Étienne, Gaël Perdriau. J'ai été député d'une circonscription dans laquelle je suis de nouveau candidat avec mon suppléant Claude Liogier, et j'ai été investi par la droite et le centre, les Républicains et l'UDI. Philippe Claus. Bonjour, bonjour à vous. J'ai 48 ans, je suis marié, père de 4 enfants. J'habite Saint-Étienne, je travaille dans le privé depuis 30 ans dans l'informatique et je suis candidat au Front National avec pour suppléant Gabriel de Percave, qui est conseiller municipal à Saint-Étienne et conseiller régional également. Enfin Magali Vialon, bonjour. Bonjour, donc moi j'ai 44 ans. Je suis chercheur au CHU de Saint-Étienne, physicienne au départ, dans le domaine de l'imagerie médicale. Donc j'incarne ce renouvellement politique total promis par Emmanuel Macron pour la candidature de la première circonscription, La République En Marche. Je rajoute que nous avions également invité la candidate de la France Insoumise, Madame Corinne Oumaclouf, mais pour des raisons professionnelles, elle n'a pas pu se rendre disponible. Nos collègues de France 3 Loire l'ont néanmoins interviewée cette semaine. Vous entendrez des extraits de cet entretien durant cette émission. Comme à chaque fois, nous débutons Dimanche en politique par 3 faits d'actualité qui ont marqué cette semaine. Nous allons vous demander les uns les autres d'en choisir un et de le commenter. Claire, une loi attendue, dévoilée plutôt que prévue. Oui, une loi justement pour en finir avec les scandales politiques et les mélanges de genre entre vie publique et vie privée. Le projet de loi de François Bayrou prévoit l'interdiction pour les parlementaires d'embaucher un membre de leur famille, l'interdiction d'exercer plus de 3 mandats identiques à la suite et la suppression de la réserve parlementaire. Cette somme d'argent dont disposent les élus pour financer chaque année associations et collectivités dans leur circonscription. Parmi les autres mesures présentées jeudi, l'obligation de justifier l'ensemble de leurs frais, mais aussi une peine d'inéligibilité de 10 ans en cas de fausse déclaration à la haute autorité pour la transparence de la vie publique. On reste dans les questions de moralisation avec le deuxième événement, avec la suite de l'affaire Richard Ferrand. La pression est montée d'un cran avec de nouvelles révélations cette semaine dans la presse et l'ouverture mercredi d'une enquête préliminaire par le parquet de Brest. À l'encontre du ministre de la Cohésion des Territoires, Richard Ferrand est soupçonné de plusieurs conflits d'intérêts. Opérations immobilières lucratives, obtention de contrats pour des proches, assistants parlementaires non déclarés. L'association Anticorps a d'ailleurs déposé plainte pour abus de confiance. Le ministre, toujours soutenu par l'exécutif, refuse de démissionner et laissera les électeurs décider de son sort.
Enfin, dernier événement politique de la semaine, c'est la fin du ni à droite. Le chef de file des Républicains, François Baroin, a prôné lundi le désistement des candidats de son camp en cas de victoire possible du Front National. Il rompt ainsi avec la politique du ni FN ni Front républicain mis en place par Nicolas Sarkozy depuis les élections cantonales de 2011. Magali Vialon, quel est votre choix? La loi de moralisation. Pourquoi? Parce que d'abord, elle va bien au-delà de mes attentes personnelles. Notamment, elle répond à l'attente de la citoyenne que je suis, ça c'est sûr. Elle va bien au-delà, puisque je n'attendais pas dedans, notamment, qu'ils suppriment la Cour de justice de la République. Et notamment aussi qu'ils introduisent, par exemple, la Banque de la démocratie. Et personnellement, j'ai dû emprunter pour ces législatives, et je trouve que c'est très important que... On peut savoir combien d'argent vous avez emprunté? Je ne sais même pas exactement, j'ai emprunté... On vous a prêté? Oui. Voilà, donc on vous a prêté à vous, parce qu'en fait c'est notamment souvent les candidats du Front National qui ont des difficultés pour convaincre les banques. J'ai pas fait du tout la comptabilité des dons non plus, enfin j'ai pas envisagé en détail cette question, mais oui tout à fait, donc je pense que c'est important que chacun puisse se présenter, puisse avoir la même possibilité de défendre ses idées devant les Français, et je trouve que c'est aussi très important que tous nos élus soient jugés de la même façon. Et vous avez vu qu'une des critiques qui a émergé cette semaine, c'est qu'elle ne va pas assez loin sur la question du financement des partis politiques, et notamment des dons. Oui, qui concernait votre candidat on peut tout à la présidentielle. Fait, rajouter des éléments. Oui, mais moi, elle m'a satisfaite dans le sens où elle allait plus loin que ce que... Et je note que vous n'avez pas choisi, évidemment, l'affaire Ferrand qui continue. Ouais, je peux en discuter également, parce que pour moi, nul n'est habilité autour de cette table à remplacer les juges. Je pense que c'est ça aussi la déontologie. Et du coup, sur cette affaire-là, c'est à M. Ferrand de tirer ses propres conclusions. Ça ne me déteint pas dessus, fort heureusement. Philippe Claus, votre choix? Écoutez, je répondrai aussi volontiers à l'affaire Ferrand, puisque je rejoins parfaitement... C'est votre choix, l'affaire Ferrand? Non, ce ne sera pas mon choix. Mon choix sera l'affaire la moralisation. La moralisation de la vie publique. Absolument. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur, parce que moi, je ne connais pas la vie publique, outre ce que je viens d'entamer aujourd'hui. Je suis dans le privé, je vois des choses qui se passent aujourd'hui que je trouve totalement anormales, abjectes, et je rejoins parfaitement le fait que, enfin, ça y est, on a une loi qui arrive, qui amène des choses. Malheureusement, je trouve qu'elle n'a pas été assez loin, mais on en reparlera. Par contre, concernant l'affaire Ferrand, je rebondirai juste sur une chose. Oui, je suis d'accord, je ne me substituerai pas à la justice, et je pense qu'aucun ici n'est là pour le faire. Par contre, je trouve dommage qu'il n'y ait pas eu le même discours avec l'affaire Le Pen. Alors moi, personnellement, je trouve qu'il y a une différence quand même entre une mise en examen et des rumeurs de conflit d'intérêts, même si c'est pas normal. On comprend que ces affaires de conflit d'intérêts, elles n'ont pas lieu d'être. En science, c'est la même chose. Aujourd'hui, il n'est pas encore mis en examen. Rien ne dit que demain, il le sera ou pas. Dans tous les cas, peu importe, c'est à la justice de faire son travail. Et une mise en examen ne préjuge en rien d'une quelconque culpabilité. Je vous rappellerai le nombre de mises en examen des gens du Front National, et on peut les mettre en rapprochement avec le nombre de... Vous savez que ce qui avait choqué, c'est de ne pas répondre à la convocation d'un juge. Ça aussi, ça avait choqué pendant la présidentielle. Un juge qui apparaît en plein milieu d'une campagne présidentielle. Allez, on va tourner. Voilà, on n'en dira pas plus, tout le monde jugera. Régis Jonico, votre choix? Moralisation de la vie publique, et affaire Ferrand, puisque c'est quand même relativement lié. Il y a aujourd'hui une défiance en ce moment entre nos concitoyens et le monde politique, et les élus qui les représentent, qui doivent être irréprochables. Et aujourd'hui, on le voit, on a eu une campagne présidentielle qui a été polluée par l'affaire Fillon, et par effectivement le fait que Mme Le Pen n'a pas voulu déférer à 2 convocations de justice, mais ceux qui ont soutenu François Fillon, comme M. Artig au présidentiel, aujourd'hui je trouve qu'ils sont disqualifiés pour parler de moralisation de vie publique, puisqu'ils ont soutenu quand même un candidat qui était mis en examen. Non, M. Jonico, on pourrait dire la même chose pour vous avec l'affaire Cahuzac, par exemple. Oui, alors attendez, nous on a fait le ménage. Donc, et là, François Fillon a été candidat, c'est la première fois qu'un candidat est mis en examen, pas pour des motifs subalternes, c'est escroquerie aggravée, trafic d'influence. Donc bon, mais il est présumé innocent toujours. Oui, d'accord. Mais enfin, ceux qui l'ont soutenu, je ne veux pas qu'ils donnent des leçons aujourd'hui. Il y a eu une quinzaine de textes sur la moralisation de la vie publique depuis les années 90. J'ai moi-même été rapporteur d'un texte sur la transparence financière de la vie politique qui a plafonné les dons. Il faut aller plus loin. Moi, j'ai écrit à François Bayrou, dès le premier jour des consultations, pour lui proposer 10 mesures fortes pour qu'on aille très loin sur la question de la moralisation de la vie publique. Il y a des avancées,
notamment l'interdiction des emplois familiaux. Moi, je me le suis toujours interdit. Ce n'est pas le cas de tous mes collègues parlementaires. Il y a des avancées sur l'IRFM, le contrôle de l'IRFM. Je suis un des seuls députés en France. Indemnité représentative des frais de mandat, hein, donc une enveloppe qui est donnée chaque année. Aujourd'hui en France, à Foirefel, la transparence totale sur mon IRFM. Et puis, il y a le durcissement des peines d'éligibilité. Mais moi, j'ai proposé 3 mesures pour aller plus loin. 3 mesures très, très, très vite. D'abord, la suppression de l'immunité parlementaire. C'est pas normal aujourd'hui qu'il y ait une différence entre le justiciable et les parlementaires. Quand on est, par exemple, mis en garde à vue, il faut demander l'autorisation à un bureau de l'Assemblée ou du Sénat. 2, la transparence sur les dons de plus de 2500 € aux partis politiques et aux campagnes électorales. Et enfin, l'interdiction de toute activité professionnelle en plus d'un mandat parlementaire. Il faut aller beaucoup plus loin que simplement limiter les activités de conseil. Il faut mettre fin au conflit d'intérêts. Alors je vous explique avant de vous donner la parole, Monsieur Artigue, que vous n'êtes pas soumis à l'égalité du temps de parole, mais il y a une équité. On compte pour chacun d'entre vous évidemment le volume de temps de parole que vous occupez, ce qui fait que je vais vous demander, et vous ne soyez pas surpris à un moment, vous arrêtez parce qu'il y aura des déséquilibres entre vous. Monsieur Artigue, on vous écoute. Monsieur Michel, vous avez bien fait de rappeler à l'ordre Monsieur Juanico, parce que cette attaque personnelle qu'il m'a adressée était totalement déplacée. Je crois qu'ici, autour de cette table, nous sommes des élus intègres et honnêtes, enfin je pense, et en tout cas des candidats, des militants, des gens qui font une action qui n'a rien à voir avec ce qui peut être dénoncé ici ou là au niveau national. Donc je ne comprends pas pourquoi je suis mis en cause. Je pourrais vous parler de Monsieur Cahuzac, je pourrais vous parler de Monsieur Leroux, c'est vraiment pas le sujet. Je crois que nous sommes tous victimes de ces comportements au niveau national. Nous qui sommes des militants ou des élus qui sommes sur le terrain, et quand on entend des gens finalement nous mettre tous dans le même sac, je crois que ça nous semble quelque chose de tout à fait injuste. Donc pour ce qui me concerne, moi je voulais évoquer en quelques mots l'affaire Ferrand pour dire qu'elle me semble grave, parce que c'est un ministre de la République qui est en cause dans cette affaire. Doit-il démissionner ? Je pense qu'il Ou se mettre en réserve, puisqu'on a aussi vu cette semaine cette proposition de mise en réserve. De la défense du Premier ministre, de celle également du Président de la République, compte tenu qu'En Marche avait quand même mis cette question d'exemplarité comme étant le fer de lance, la clé de voûte. C'était aussi un peu le positionnement de François Fillon, on s'en souvient, au moment de la primaire. François Fillon, moi j'ai dit en son temps ce que j'avais à dire sur sa candidature. J'espère un plan B à un moment donné qui n'est jamais venu. François Fillon, à travers les affaires dans lesquelles il était compromis, a nui à son camp politique, à son parti. Mais là, on parle d'un ministre. Et je crois que les choses sont quand même différentes. Donc j'espère que cette loi de moralisation va éviter ce genre d'affaires qui a pollué totalement la campagne présidentielle. On n'a pas parlé des vrais sujets, et il faut bien le dire, il faut bien le regretter. Il faut remettre la confiance entre les électeurs et les élus. Et si je suis député, bien sûr, je participerai aux discussions autour de cette loi parce qu'elle me semble fondamentale. Allez, après ce premier tour de table animé, vous l'avez remarqué, venons-en à cette circonscription de la Loire, pour laquelle vous vous présentez les uns et les autres, une zone urbaine. Urbaine, exactement, Olivier. Car cette première circonscription de la Loire correspond à la moitié nord de la ville de Saint-Étienne et à 5 communes périphériques, Saint-Jean-Bonnefond, Villars, Roche-la-Molière, Saint-Prix-en-Jarret et Saint-Genélaire. Au total, 110 000 habitants résident sur ce territoire. Il comprend de nombreuses zones commerciales et industrielles. C'est en fait tout un tissu de PME qui le fait vivre dans le secteur du textile médical, de la mécanique de précision ou encore du numérique. Également installé sur place la Cité du Design, le nouveau fleuron de Saint-Étienne. Et puis enfin, impossible de ne pas citer le plus gros employeur de la circonscription et du département, le CHU de Saint-Étienne avec ses 7 000 emplois. Alors le contexte politique à présent, c'est donc vous, Régis Juanico, qui êtes le député sortant de cette circo. Vous sollicitez un 3e mandat. En 2012, vous aviez été élu assez confortablement, on peut le dire. 15 points d'avance sur l'autre finaliste qui était vous, Gilles Artigue, justement en 2007, comme du reste l'élection d'avant. On refait le match, pourrait-on dire, sauf que cette fois-ci, évidemment, le contexte politique n'a plus rien à voir. Non, le paysage est complètement bouleversé, car au premier tour des présidentielles, Emmanuel Macron est arrivé en tête avec 24,5% des suffrages, frôlant même les 28% dans certaines communes comme Villars ou Saint-Prix-en-Jarret. Deuxième, Jean-Luc Mélenchon qui réalise un score historique sur cette circonscription traditionnellement socialiste avec 22,7%. Suivent Marine Le Pen avec un score à peu près identique à 2012. Puis François Fillon est loin derrière le candidat PS Benoît Hamon.
Au second tour, Emmanuel Macron maintient son avance, dépassant même son score national avec plus de 70%. Une tendance qui se confirme avec le dernier sondage Ipsos Steria pour France Télévisions. La République En Marche serait créditée de 29,5% d'intention de vote au premier tour au niveau national, devant les Républicains, 22%, et le Front National, 18%. Régis Juanico, c'est un peu la campagne de l'angoisse pour vous? Non, pas du tout, pas du tout. Cet ennemi quand même, Benoît Hamon, vous l'avez soutenu pendant cette campagne. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, vous savez très bien ce qui s'est passé pendant l'élection présidentielle. Il y a eu chez les électeurs de gauche à la fois un vote utile, stratégique, en faveur d'Emmanuel Macron, parce que certains électeurs de gauche voulaient éviter un deuxième tour entre Fillon et Le Pen, et puis un vote utile aussi en faveur de Jean-Luc Mélenchon, qui a joué à plein, notamment à Saint-Étienne, parce qu'il était le mieux placé pour être éventuellement qualifié au second tour. Mais les élections législatives, ce n'est jamais une Justement, photocopie. qu'est-ce qui a changé chez Régis Juanico entre le soutien de Benoît Hamon et Régis Juanico qui sollicite un troisième mandat? Les critères ne seront pas les mêmes pour les électeurs. Les électeurs regardent d'abord les personnalités, leur travail. J'ai un travail reconnu, j'ai été classé troisième député sur 577 le plus assidu à l'Assemblée nationale et parmi les plus actifs, présents sur le terrain. Et ça, les gens le reconnaissent. Et d'ailleurs, il y a eu des reportages qui ont été faits ces derniers jours par Le Progrès, dans les communes, pas forcément les plus favorables pour moi politiquement, où les gens très spontanément reconnaissent qu'il y a beaucoup de travail qui a été fait. Et donc, les élections législatives ne seront pas la photocopie de l'élection présidentielle. Mais vous ne portez pas la même idéologie que Benoît Hamon aujourd'hui? Si, mon programme, Votre il est disponible, vous l'avez vu, et je ne renie rien du tout. Gilles Artigue. Gilles Artigue, justement, vous en avez perdu des élections depuis gagné. 10 ans. J'en ai gagné aussi. 10 ans, vous en avez perdu aussi sur cette circo. Et oui, Voilà. vous savez, ça rend modeste de perdre des élections. Hein, ça Vous y permet croyez de se toujours, malgré le score de François Fillon à la présidentielle? Bien évidemment, parce que les choses ne sont pas du tout les mêmes. Régis Juanico l'a dit, le contexte d'une élection législative est très différent. Je le rejoins quand il dit qu'il faut des élus qui soient reconnus des citoyens. Je pense avoir aussi beaucoup travaillé sur le terrain. Par contre, il n'y a pas que cet aspect-là. C'est un aspect important, mais il y a aussi ce que peut apporter le député lorsqu'il est élu à l'Assemblée nationale. Et sincèrement, quel intérêt ont les habitants de cette circonscription à élire un député socialiste qui se retrouvera dans un groupe ultra-minoritaire, peut-être même pas de groupe du tout, alors que moi je porte un projet qui est celui de la droite et du centre, qui plaide pour avoir un nombre important de députés. Au nom de quelle droite vous vous présentez aujourd'hui? Je suis dans la droite et le centre, le programme de l'UDI. Il y a quand même aujourd'hui une fracture qui se dessine, sans doute, qui va être encore plus béante au lendemain du second tour des législatives. Je suis à l'UDI. Je me présente dans cette circonscription avec un projet qui est très clair, qui a pour but de favoriser l'emploi, de redonner le pouvoir d'achat, qui souhaite d'une manière très claire s'opposer à la hausse d'impôts que prévoit Emmanuel Macron, particulièrement l'augmentation de la CSG, qui n'est pas opposé en tout. Par exemple, ce qu'Emmanuel Macron a pu faire au niveau de l'Europe dans ses premiers pas me semble être quelque chose de très positif. Donc, je précise ma question. Vous êtes élu, vous siégez avec... Est-ce que la perspective de siéger avec un groupe qui rappellerait l'ex-UDF, c'est une perspective qui vous semble tout à fait probable? Parce qu'on sent bien que dans votre camp, il y a des gens qui ne veulent pas du tout participer on va dire, à des majorités en faveur d'Emmanuel Macron. Je crois qu'à l'UDI, les choses sont claires. Nous sommes tous sur la même longueur d'onde. Si je suis élu, j'appartiendrai au groupe UDI à l'Assemblée nationale. Au groupe UDI? Bien sûr, aucun souci à ce niveau-là. Magali Vialon, pour parler de Gilles Artigue et de Régis Juanico, vous avez dit, chez le confrère de France Bleu, ce sont 50 ans de mandat cumulé. C'est quoi le problème? Non, c'est parce que je me suis amusée en fait à regarder qui étaient les personnes qui étaient en face de moi, à les connaître, à les phénotyper. Et donc, pour savoir un petit peu, j'ai calculé quoi. Excusez-moi, vous aviez quoi, phénotypé? Oui. D'accord, ça c'est un langage médical. En fait, ouais. Et donc du coup, c'est ça. Si on regarde, c'est des gens qui en effet ont été élus de longue date, donc qui ont été élevés dans la tradition. Mais on pourrait dire, Madame Vialon, que c'est du coup un gage d'expérience. Oui, mais pratique de la politique. Faire la loi, c'est compliqué. Affronter la haute administration, c'est compliqué. Les qualités de député ne s'acquièrent ni à la naissance et elles ne sont pas non plus masculines.
D'accord. Donc, ils ont été, ces messieurs, députés aussi une première fois, comme je le serais si je suis élue. Et j'ai confiance dans mon parcours professionnel et dans mes compétences. Je pense que même mes élus locaux l'ont reconnu, puisqu'ils nous ont attribué un financement, un très gros financement avec un cofinancement européen, ce qui n'est pas forcément facile à faire et à obtenir. Et donc, ces gens-là, je les connais bien aussi. Donc, je pense que j'ai démontré sur le terrain mes capacités à faire ce travail, à m'approprier la loi. Je le fais au niveau médical au CHU de Saint-Étienne. Et donc, j'estime que... Vous faites campagne comment? Vous faites campagne avec... la photo d'Emmanuel Macron, sur quelle base? Parce que vous êtes effectivement nouvelle en politique. Tout à fait. La première chose, c'était évidemment que les gens identifient très clairement la candidate qui allait donner au territoire la possibilité d'avoir un élan national aux côtés d'Emmanuel Macron. Donc vous voyez juste donc, par rapport aux deux interventions de Gilles Artigue et de Régis Juanico qui disent en gros finalement le député a aussi, ce que j'entends dans vos propos messieurs, sa liberté, même si vous êtes soumis à des disciplines de vote, mais en tout cas sa capacité de pouvoir alimenter le débat au sein même de son mouvement. Moi, je l'ai prouvé d'ailleurs pendant 5 ans. Bon. Oui, parce que vous étiez frondeur, effectivement. On peut aussi aller vous dire qu'il faut aussi allier la pratique et la théorie en termes de déontologie. C'est-à-dire que quand on n'est pas d'accord avec le gouvernement, à ce moment-là, on ne reste pas au chaud sur son siège de député. On fait comme Edgar Pisani, par exemple. On prend ses responsabilités. Oui. Et quand on ne tient pas ses engagements, on peut être aussi plus libre dans ses votes. C'est important d'alimenter en effet le débat parlementaire, mais on ne peut pas être pas d'accord sur tous les sujets. Il faut quand même avoir un consensus, respecter ce consensus. Il faut bien voir, Madame Dialon, c'est qu'un député, c'est pas simplement faire la loi à Paris. D'ailleurs, on vote trop de lois et trop bavarde. Il faudra, là je suis d'accord avec Emmanuel Macron, il faudra consacrer moins de temps au vote de la loi. C'est aussi contrôler le gouvernement, ça on ne le fait pas suffisamment, et c'est évaluer les politiques publiques. J'ai été le vice-président pendant 5 ans de l'évaluation des politiques publiques à l'Assemblée nationale. C'est un travail transpartisan. Aujourd'hui, nos concitoyens ne le savent pas. 80% des votes à l'Assemblée, c'est l'unanimité, ça se fait de façon transpartisane. Un député, il passe le reste de sa semaine au contact de ses concitoyens. Bon. Monsieur Juanico, on va laisser. On va terminer le tour de table. Nous sommes présents auprès de nos concitoyens. Gilles Artigue, je peux au moins lui reconnaître ça. Il est présent sur le du terrain. travail dans le privé, c'est pas contagieux, c'est pas transmissible. Vous aurez beau être à mon contact. J'ai travaillé à l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. J'ai pas. Oui, et bien sur la qualité de vie au travail, vous savez ce que c'est? Oui, justement. Moi, ça fait 30 ans que je travaille dans le privé, ça fait 30 ans que je prends le train tous les matins, ça fait 30 ans que moi, je suis en contact tous les jours avec les concitoyens, et un député est là pour faire remonter, ça n'a jamais rien transmis. Faire remonter ce que sont les aspirations de nos concitoyens. Philippe Claus, à vous justement. Marine Le Pen fait 20% au premier tour. Quel est votre objectif, vous, sur cette moi, mon objectif est toujours le même, et il est depuis le début de l'engagement. Je me suis posé la question, effectivement, après les résultats au présidentiel, en se disant qu'est-ce qu'on fait? Les gens ont voté massivement pour un président dont le programme est clair, gouverner par ordonnance pour faire une loi travail puissance 10, c'est-à-dire des 49.3 puissance 10, c'est demander aux députés de se défausser, en fait, de leur rôle de garant de la démocratie, en disant « allez-y, gouvernez sans moi, je vous laisse faire et puis on verra plus tard ce qu'il en est ». Moi, ce que je veux, ce que j'ai toujours souhaité, c'était qu'on puisse vivre en sécurité, en toute quiétude de son travail. Pour ça, il faut ramener l'emploi en France. Ça, c'est une évidence. Il n'y a qu'à regarder ce qui se passe dans la Loire. Il n'y a plus d'emploi. Dans un instant. Vous m'avez demandé pourquoi je suis là. Très bien, allez-y. C'est revenir à une situation qui soit acceptable. Et puis, c'est surtout, et c'est pour ça que je me suis engagé, revenir à une politique qui soit concrète, qui soit rattachée. Et là, je vous rejoins. La question de Claire, c'était votre candidate fait 20%, quel est votre objectif? Mais justement, mon objectif aujourd'hui, c'est ça. C'est de ramener de la crédibilité. C'est de gagner très clairement, ça va être difficile. Très clairement, en face de moi, je n'ai que des gens. Il n'y a pas un effet d'entre-deux tours qu'on a bien perçu du reste. Il y a un débat raté, un effet d'entre-deux tours. Nous, on est en contact d'un certain nombre de candidats du Front National qui aujourd'hui nous renvoient, on va dire, une espèce de crise de confiance quand même. Soyons très clairs, je ne suis pas là pour sauvegarder mon poste de député, pour reprendre un poste de député, pour me mettre au chaud. Moi, je vis très bien de mon salaire d'informaticien dans le privé. Laissez-moi finir, merci. Ça tombe bien, vous voulez que je vous explique combien j'en fais? On est d'accord. Donc à partir de là, moi je suis ici juste pour une chose, c'est simplement avoir enfin en politique des hommes politiques qui font ce qu'ils disent et qui disent ce qu'ils font, et que ça. Alors, on a aussi questionné donc Corinne Maclouf, qui est la représentante, la candidate de la France Insoumise, puisque voilà, je voulais absolument la faire intervenir dans cette émission, et notamment une question assez classique de la désunion à la gauche du PS, et notamment sur l'absence d'accord avec le PC. Et là, c'est assez étonnant, vous allez voir qu'il y a des arguments qui en rappellent d'autres. Fin des partis, renouvellement, pas d'arrangement. On l'écoute. Nous sommes un mouvement
nous ne sommes pas un parti politique. Et lorsque nous délibérons, lorsque nous parlons en réunion avec toutes les insoumises et tous les insoumis, nous sommes quand même 180 à Saint-Étienne. Donc quand nous discutons, personne ne veut reproduire ce qui a toujours été fait en politique parce que actuellement nous sommes dans un renouveau de cette politique et il y a beaucoup de rejets d'arrangement entre les partis. Ce qui fait qu'actuellement, nous sommes un mouvement. Encore une fois, nous sommes vraiment ouverts à tout le monde. Mais si un communiste veut venir, il est bienvenu. Il y en a. Nous avons des communistes, nous avons des gens d'ensemble, nous avons énormément de gens non encartés. Mais les insoumises et les insoumis ne veulent plus d'arrangement de coin de table, on va dire. Dans chacun de nos débats, nous abordons de grandes thématiques de campagne. Voici la première. L'emploi, la lutte contre le chômage, encore et toujours première préoccupation des Français. Et on peut l'affirmer sans se tromper, c'est aussi celle des Ligériens. Oui, c'est un sujet loin d'être anodin dans la Loire. 2 chiffres, le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A aujourd'hui en 2017, 39 110 dans le département. Et le même en 2012, 32 600, soit une augmentation de 20% en 5 ans. C'est dans le sud du département que la situation est le plus critique. Retrouver un emploi semble plus compliqué dans le bassin stéphanois, surtout lorsqu'on a plus de 50 ans. Restons à Saint-Étienne avec le taux de chômage qui atteint 9,8%. C'est plus qu'au niveau régional. Néanmoins, il faut relativiser ces statistiques. La courbe du chômage est à la baisse depuis 1 an et demi. L'emploi intérimaire augmente. Alors bien sûr, on ne prétend pas, et je sais que vous ne prétendez pas avoir la solution, sans leur appliquer depuis très longtemps déjà, mais selon vous, et c'est une question, je veux une réponse concise, et elle est assez stricte, selon vous, quelle est la mesure prioritaire à prendre aujourd'hui pour lutter contre le chômage? Gilles Artigue. Moi, je pense qu'il faut aider les entreprises, parce que ce sont les entreprises qui créent de la richesse et qui créent l'emploi. Donc à ce niveau-là, il faut baisser l'impôt sur les sociétés, ça me semble très important. Il faut sortir aussi de ce carcan des 35 heures par la négociation par entreprise et par branche. Il faut redonner très rapidement aussi du pouvoir d'achat aux Français. Et il y a une mesure qui doit être immédiate, c'est la défiscalisation des heures supplémentaires qui avait été enlevée de manière assez démagogique par le président François Hollande. Donc c'est la priorité. On ne peut créer de l'emploi que si on aide les entreprises. Très bien. Philippe Claus, votre priorité? Ma priorité, c'est ramener l'emploi. Pour ramener l'emploi, il faut arrêter de le délocaliser. Il faut arrêter de permettre à toute entreprise aujourd'hui, comme l'entreprise Aubert juste à côté de chez nous, mais comme d'autres entreprises, de, sous prétexte d'augmenter leurs dividendes, exporter l'emploi. Ça, c'est une aberration. Après, il faut aussi permettre à l'argent public d'être utilisé en France. Je suis désolé, mais le fait d'acheter maintenant les armes de l'armée française aux Allemands, ça n'a pas permis beaucoup à Vernet-Caron de sauver le FAMAS. Là, vous parlez le FAMAS notamment, le fusil d'assaut de manufacture d'armes de Saint-Étienne. Mais c'est vrai pour ça, c'est vrai pour tout. Je prendrai en dehors de la circonscription un autre exemple très simple. On nous a fait tout un pataquès avec Alstom, avec les TGV. L'État français, merveilleux. Oh là là, on a fait pression auprès de la SNCF. Ils ont acheté 12 trains. Oui, ce qu'on a oublié de nous dire derrière, c'est que l'Union européenne a porté plainte contre cet achat et que l'achat est annulé. Donc je suis désolé, vous voulez faire du travail. Vous voyez l'argument, c'est-à-dire que si la France fait ça, évidemment tous les pays feront ça et on a peut-être plus à y perdre qu'à y gagner. Vous voyez l'argument. Pour l'instant, je n'ai pas vu qu'on y gagne grand-chose. Régis Jonico, la mesure qui vous semble prioritaire aujourd'hui? Il faut valoriser les atouts économiques de notre territoire. On a la chance dans la première circonscription d'avoir un tissu de PME, TPE, industrielles, innovantes, qui exportent, qui a des savoir-faire, souvent des leaders mondiaux ou européens dans leur secteur d'activité, que ce soit dans le numérique, que ce soit dans la mécanique, que ce soit dans le design, que ce soit dans la santé, le textile médical en particulier. Et donc, il faut les aider. Qu'est-ce que nous disent aujourd'hui ces chefs d'entreprise? Ils nous disent on veut la stabilité des règles.
Pas forcément une baisse supplémentaire de fiscalité. Il y a eu des bons dispositifs comme le dispositif aide à l'embauche PME qui a permis la création d'emplois dans ces entreprises. Mais moi, ce que je propose, c'est privilégier le produire local. C'est-à-dire de réserver 50% des marchés publics aux TPE et aux PME et de cette façon-là, créer l'économie et donc les emplois de proximité sur le territoire. Ça, c'est deux mesures que... Oui, non, je suis surpris parce que Régis Juanico a fait toute la campagne présidentielle sur le revenu universel d'activité, ne jurait que par ça avec Benoît Hamon. Moi, je l'ai condamné parce que je trouvais que c'était un très mauvais signal qui était envoyé particulièrement à notre jeunesse en disant vous n'avez rien à faire, vous aurez un revenu sans travailler, c'est formidable. Vous avez compris que c'était totalement utopique. Non, parce que les jeunes sont touchés à 25% par la pauvreté, M. Artigue. Oui. Donc vous le proposez. Oui, le revenu universel d'activité. Pour les jeunes de 18 à 25 ans, et c'est combien? comme dans la C'est présidentielle. 700 € sans rien faire, c'est ça? Mais non, sans rien faire, vous n'avez rien compris. Oui, c'est pour valoriser le travail, c'est pour qu'ils réussissent leurs études. Soulager les charges financières qui pèsent sur les familles. J'ai pas trouvé. Ah ben vous avez mal lu. Vous avez mal lu, M. Artigue. Parlons-en des études, si je puis me permettre. Il y a quand même quelque chose qui est catastrophique et qu'il faudrait peut-être regarder. Oui, effectivement, il y a beaucoup de chômage. Il y a aussi combien de centaines de milliers d'emplois en France qui ne trouvent pas preneur. Justement parce qu'à force de mettre tout le monde sur les rails de la formation unique qui nous amène au bac, qui nous amène après, on a oublié les métiers manuels, on a oublié les formations qualifiées. Mais les acteurs nigériens sont en train de faire des formations. Nous demandons. Sur la frappe à froid, sur la chaudronnerie. Nous demandons que l'on revalorise les formations qualifiantes dès la sortie du collège, dès la sortie du lycée, à ce que l'on ramène les emplois en alternance, les formations en alternance et à ce que l'on ramène les métiers manuels. Vous avez remarqué que j'avais demandé une réponse claire et concise et le débat est parti, mais c'est tout à fait normal. Magali Vialon, quel est... Je rejoins que les PME, PMI, c'est quand même, avant toute chose, avec l'artisanat. Oui, mais ça, je pense que là-dessus, vous êtes assez d'accord, tous les quatre, soyons clairs. Je ferai tout à l'heure un petit... On n'est pas d'accord sur la façon de faire. Non, mais en tout cas, sur les PME, PMI, Magali Vialon, la mesure prioritaire selon vous? Alors pour moi, ce qu'il faut, c'est coupler l'efficacité économique et la protection sociale. C'est tout simple. Il faut arrêter d'opposer les gens. Il faut arrêter d'opposer la gauche et la droite. Faites comment dans une Europe qui ne respecte pas les mêmes règles? Monsieur Claude, on va laisser quand même Mme Vialon développer son propos. Il faut alléger les charges, mais il faut aussi redonner de l'espoir aux gens. Il faut être capable d'identifier les énergies sur le territoire. Et M. Juanico l'a très bien dit. On a des qualités. On a une industrie qui se porte bien, mieux qu'ailleurs en France. On a des technologies innovantes. On a de l'innovation. On peut profiter de la transition écologique, on peut profiter de la transition numérique sur le territoire. Donc il faut avoir confiance en soi. Pour cela, il faut redonner aussi aux entrepreneurs la capacité d'être rassurés. Donc le droit à l'assurance chômage pour tous, y compris un entrepreneur qui démarre son business. Eh bien, s'il ne réussit pas, il a le droit à l'échec. Il n'est pas puni pour ça. Il peut créer de l'emploi, il peut créer de l'énergie. Donc on lui redonne la confiance. Madame Vialon, je suis assez surpris en fait, parce que la mesure prioritaire telle qu'on la perçoit les uns les autres, c'est la réforme du Code du travail. Aussi? Non, excusez-moi, pour en tout cas La République en marche. Pardon, je ne parle pas pour moi, surtout pas. Il faut qu'on change des choses. Donc on est d'accord avec la nécessité. Je pensais que vous alliez me dire ça, pour éclaircir mon propos. C'est une méthode, mais je pense que coupler l'efficacité économique et ne pas oublier la protection sociale, c'est l'essentiel. Et ne pas monter les gens les uns contre les autres, rester dans la bienveillance, redonner espoir. Okay. Et donc du coup, sur la partie Code du travail, je peux répondre aussi à la partie ordonnance, puisque c'est une attaque qui est fréquente. D'abord, il ne faut pas prendre les Français pour des ignares. Je veux dire, les gens connaissent leur histoire. Ils savent que l'ordonnance a déjà été utilisée, notamment la sécurité sociale a été votée par ordonnance par le général de Gaulle. Okay. Par le général de Gaulle. La 5e semaine de congés payés, c'est François Mitterrand qui l'a fait passer par ordonnance. D'accord ? Donc ça, c'est des exemples comme quoi on peut gouverner par ordonnance. Ce n'est pas un déni parlementaire. Une ordonnance, elle est ratifiée 2 fois devant l'Assemblée. Donc les Français le savent aussi, il ne faut pas les penser qu'ils sont stupides. Alors on a lu avec attention vos différents programmes politiques. C'est vrai qu'en fait avec Claire on s'est dit tiens c'est marrant, il y a des choses qui vous réunissent. La baisse des charges, alors pas dans les mêmes proportions les uns les autres, mais vous faites à peu près le même constat. L'accompagnement des TPE-PME, le Made in France, à peu près tous d'accord sur promouvoir le produit local, la simplification, l'allègement des procédures aussi administratives. On ne touche pas la fonction publique de la santé. C'est à peu près aussi transversal. Vous êtes d'accord avec ce constat ? Il n'y a rien dans ce que je viens de dire qui va a priori contre les principes programmatiques de vos partis. Vous avez oublié.
Moi, je suis effectivement pour le Made in France, et ça me paraît normal, mais je suis pour le Made in France par les travailleurs C'est marrant français. parce que dans votre programme, vous dites Made in France, et dans le programme de la plateforme Parti Socialiste, vous dites fabriqué en France. Oui, bon, c'est un détail. Vous voulez. Mais je suis pour le Made in France, mais fait par des travailleurs français, fait par des familles françaises. Parce que moi, je suis désolé, mais noyer les travailleurs français sous du travail détaché de personnes qui viennent, qui ne sont pas soumis aux mêmes conditions, qui n'ont pas les mêmes contraintes, qui n'ont pas la sécurité sociale. Ça, visiblement, il va y avoir une etc. clarification par Emmanuel Macron. C'est ce qu'il a. Quand on nous dit, je vais finir, quand on nous dit là-dessus, il faut s'ouvrir à l'Europe, il faut la libre circulation des travailleurs, des biens, des personnes, voire même, et on va plus loin, il l'a dit dans son programme de façon extra-communautaire, est-ce que c'est ça qui va ramener le travail aux Stéphanois, aux Ligériens? Eh bien, Madame Vialon, Oui, tout à puis fait. après, Alors, je voudrais Monsieur pour Artigue. moi, l'Europe... Madame Vialon, puis après Monsieur Artigue, s'il vous plaît. D'abord, Monsieur Artigue. Non, vous, Madame Vialon, D'accord, allez-y. très bien. Donc, moi, je crois en l'Europe, hein, très évidemment, parce que tous les PME et tous les chefs d'entreprise du territoire nous le disent. Si on veut faire de l'innovation, on ne peut pas faire de l'innovation sans s'appuyer sur le marché international. C'est impossible. Hein. Si vous êtes dans le monde de l'entreprise, tout le monde le sait. Hein. L'autre jour, les patrons d'HEF nous l'ont dit, les gens du textile, médicaux, des dispositifs médicaux nous disent tous la même chose. Ensuite, il ne faut pas fermer les frontières, il faut simplement exiger de l'Europe qu'elle s'améliore. L'Europe, elle est très jeune. On ne construit pas quelque chose de grand en aussi peu de temps. On a besoin de se renforcer. Je pense qu'Emmanuel Macron a très clairement donné les premiers signes de ce qu'il veut. Puissance 10, on va améliorer l'Europe. Allez, j'aimerais bien écouter sur ce propos Gilles Artigue. Moi, je pense qu'il faut revenir effectivement sur cette directive des travailleurs détachés qui constitue une concurrence tout à fait déloyale pour les entrepreneurs français. Sur le Code du travail, si je peux me permettre, il faut une réforme effectivement, mais je ne suis pas pour qu'elle se fasse par ordonnance, parce qu'on a l'impression que justement Emmanuel Macron souhaite recentrer tous les pouvoirs et squeezer les parlementaires, comme il souhaite aussi squeezer les maires avec sa réforme de la taxe d'habitation. Il veut modifier le RSA, cette fois-ci ce seront les départements. Il veut aussi revenir sur l'assurance chômage qui ne sera plus paritaire. Il y a une méthode Macron qui nous inquiète quand même. Il veut que ses ministres soient soumis au silence, que les médias ne puissent plus non plus intervenir. C'est la réalité. Non, ça, depuis son élection, c'est la réalité. Donc tout ça pour dire que cette majorité absolue que vous souhaitez pour Emmanuel Macron nous inquiète et qu'il y aura bien nécessité qu'il y ait aussi des députés de droite et de centre pour recréer cet équilibre. Et puis parmi les choses importantes, il y a aussi la réforme du RSI. On n'en parle pas peut-être suffisamment, mais les indépendants n'en peuvent plus. Donc il va bien falloir trouver autre chose pour pouvoir les libérer à ce niveau-là. Et puis juste une remarque. Juste peut-être, je vais interpeller Régis Juanico, qui a toujours un bilan formidable à mettre en avant, son travail, tout ce qu'il a fait. Sur la question de l'emploi, sur Saint-Étienne, nous avons quand même subi un désengagement de l'État terrible avec la Maison de l'Emploi. Début 2014, cette Maison de l'Emploi qui était financée par l'État, qui a été créée par Jean-Louis Borloo, du jour au lendemain, les financements de l'État ont cessé. Oui, nous avons renforcé les effectifs de Pôle emploi, M. Artigue. Mais s'il n'y avait pas eu l'intervention de Saint-Étienne Métropole, en particulier de Gaël Perdriau, la maison aurait fermé à cause du désengagement de l'État. Donc, moi, ce que je regarde, c'est l'efficacité des politiques de l'emploi. C'est pas la multiplication des acteurs sur le terrain qui font les mêmes choses. Vous voyez ce que je veux dire? Une politique de l'emploi. Fermer la Maison de l'Emploi, c'était un bon signe pour les politiques de l'emploi qui marche. Plus de crédit de l'État socialiste, on inverse du gouvernement socialiste pour la Maison de l'Emploi. Moi, j'ai deux différences effectivement avec les programmes de la droite et de En Marche. C'est premièrement la réforme du Code du travail, effectivement par ordonnance sur la forme parce qu'on piétine les droits du Parlement pendant l'été, c'est pas un bon signe au tout début d'une session extraordinaire, mais sur le fond aussi. Si aujourd'hui la flexibilité depuis 30 ans ça marchait, si moins de protection pour les salariés ça marchait, on aurait eu une baisse du chômage. Or ce n'est pas le cas. Et là on nous propose le moratoire sur le compte pénibilité, qui est une des réformes que nous avons votées et qui est une réforme de progrès social. Et puis la deuxième différence qui est très importante, c'est moi je suis contre la suppression de 120 000 fonctionnaires en 5 ans. Alors c'est 500 000 en 7 ans du côté de M. Artigue, mais aujourd'hui, si l'on veut, on va en reparler, avoir plus de policiers et de gendarmes, si l'on veut avoir plus de moyens dans l'éducation nationale parce qu'il faut alléger les classes surchargées. Aujourd'hui, on ne peut pas dire, ou alors il faut dire très clairement, où on va prendre ces postes supprimés de fonctionnaires. Dans les crèches, dans les écoles, à l'hôpital, dans les maisons de retraite? Non, au contraire, dans les maisons de retraite, il faut plus d'aides-soignants. De faire une parfaite transition, parce que sur le débat de l'emploi, et là vous allez m'en excuser, hein, on pourrait prolonger évidemment le débat sans aucun problème, lui consacrer quasiment une émission par jour, et je pense que, voilà, on irait plus au fond, mais le temps nous est compté, et nous avons surtout un second thème important à aborder.
sécurité, première des libertés des Français. Je pense que vous êtes tous d'accord autour de ces tables. Donc voilà, on l'a dit. Les derniers chiffres officiels de la délinquance au niveau national montrent une progression des agressions physiques pour l'année 2016, mais aussi une flambée des cambriolages, un phénomène très fort à Lyon et aussi à Saint-Étienne. Oui, il se commet entre 2 et 10 cambriolages par jour sur l'arrondissement de Saint-Étienne, qui correspond à peu près à la première circonscription de la Loire. Le phénomène touche les zones pavillonnaires, la journée, les zones industrielles le soir et le week-end. À Saint-Étienne, la plupart des vols seraient commis par des jeunes majeurs ou des mineurs, selon le commissariat central. Des délinquants toujours plus jeunes, c'est l'autre fait inquiétant. L'an dernier, le parquet de Saint-Étienne avait tiré la sonnette d'alarme. Le nombre de moins de 18 ans présentés devant le procureur de la République avait explosé en un an, plus 104%. Philippe Clauze, qu'est-ce qu'on fait ? C'est une très bonne question. Alors déjà, la sécurité, ça va un petit peu plus loin que de simples cambriolages. Je me rappelais que la sécurité, ça va... Oui, bien sûr, mais on a choisi, c'est notre choix. Donc, ça va du terrorisme au sentiment même d'insécurité. Mais là, c'est vrai qu'on va parler de la sécurité au quotidien, en tout cas dans votre circonscription. Vous êtes un petit peu moins concerné, a priori, par le terrorisme. Écoutez, déjà, on commence par arrêter le laxisme. Première chose. Arrêtez-le. Le laxisme. D'accord. En termes de sécurité. Je pensais que vous m'avez dit racisme, j'avais mal compris. Je ne me permettrai pas. Voilà. Ça n'a rien à voir dans le sujet. La deuxième chose, on commence par appliquer la loi. Et la loi, elle est claire. Au niveau de la sécurité, il faut renforcer les forces de l'ordre, mais il ne suffit pas de les renforcer, il faut leur donner les moyens d'exercer, il faut leur donner la volonté. Notamment, une force de l'ordre, une personne à qui on a donné confiance, quand elle exerce son métier, on doit d'emblée avoir la présomption de légitime défense si elle se sert de son arme et non pas... C'est ce que vous appelez réarmer les policiers. C'est non seulement les réarmer, leur redonner confiance. Comment voulez-vous que les policiers assurent la sécurité quand eux-mêmes sont en danger dans les rues ? Comment voulez-vous parler de sécurité ? L'usage des règles d'armes à feu pour les policiers il y a quelques mois, Monsieur Clauze. Oui, c'est bien. La présomption jusque-là de légitime défense, elle n'est toujours pas là. Hein, on est bien d'accord. Comment voulez-vous parler de sécurité quand il y a des zones de non-droit ? Et je parlerai de Montrénaud, pour ne parler que de cette zone-là. Dans le cas-là, comment voulez-vous parler de sécurité quand on constate, comme l'année dernière, que des bandes rivales organisées... Zone de non-droit, parce que le terme est tellement usité, on a tellement parlé. Donc vous stigmatisez le quartier Montrénaud en disant qu'il n'y a pas de droit au quartier Montrénaud. Essayez d'envoyer un équipage de police pour faire un simple contrôle dans le quartier Montrénaud. Ils sont en permanence, les policiers sur le quartier. C'est marrant parce que moi qui y suis en permanence, je ne les ai jamais vus. Par contre, les caméras se faire descendre, celles-là, on les a vues. C'est une zone de sécurité prioritaire que j'ai obtenue auprès de Bernard Cazeneuve. Alors, je ne sais pas où ils sont. Il va peut-être falloir leur donner les moyens. Comment vous me parlez de sécurité alors que des bandes rivales une bande de Firminy et une bande de Montrénaud se donnent rendez-vous place Jean Jaurès en pleine journée pour s'affronter. La seule chose qu'on a réussi à faire était de les repousser jusqu'à Carnot. Bravo, belle action. C'est ça la sécurité. On les a repoussés jusqu'à Carnot. Il n'y a pas eu de policiers, remettre des policiers, c'est ça. Vous êtes à peu près tous d'accord par contre sur l'idée de remettre beaucoup plus de forces de l'ordre sur le terrain. C'est pas fini. Vous appelez ça sécurité quotidienne, police de proximité. Oui, mais il y a d'autres choses de très important à faire. C'est que la volonté politique doit être là. Je vous donnerai un seul exemple concernant la sécurité, on l'a tous vu dans Saint-Étienne, on terminera là-dessus, le Famastival. Manifestation organisée au mois d'octobre. Eh oui, vous connaissez peut-être pas, je vous le dis. Manifestation organisée par des zadistes. Manifestation organisée par les Antifas à Saint-Étienne. Manifestation interdite par la préfecture. 280 forces de l'ordre présentes sur Saint-Étienne pour 200 manifestants. Ordre donné aux forces de l'ordre, j'en ai la vidéo, je vous la donnerai si vous voulez, par le préfet en direct, de reculer, de laisser passer la manifestation. Bilan de l'opération, 200 personnes ont traversé Saint-Étienne de part en part, l'ont saccagé, ont tagué le monument aux morts. C'est vrai que là vous évoquez un fait que je n'ai pas pu vérifier de mon côté. Donc, ont tagué le monument aux morts de la vous êtes responsable de vos propos. Marqué crevé pour la France, sale flic et nique la France. Ont dégradé le local du Parti Socialiste, ont agressé, on va écouter détruit, tout le monde. je finis par là, les abribus, parce qu'il est bien connu que les abribus à Saint-Étienne votent pour le Front National. Quelque part, le jour où les préfets donneront l'ordre aux forces de l'ordre d'appliquer leurs prérogatives, ce jour-là, la sécurité reviendra. On va passer à Gilles Artigue. Justement, dans votre programme, vous parlez du désarmement pénal et moral des forces de l'ordre et de la justice. Expliquez-nous en quelques mots qu'est-ce que cela veut dire. Oui, c'est très clair, sachant que ce sujet, nous l'avons pris à bras-le-corps à Saint-Étienne. Gaël Perdriau a souhaité que ce soit une des priorités de notre mandat. Le maire de Saint-Étienne. Le maire de Saint-Étienne. Donc ce que nous avons réussi à Saint-Étienne, nous souhaitons pouvoir en faire un exemple au niveau national. D'ailleurs, mon suppléant est Claude Diogier, qui est adjoint à la sécurité de notre ville. Et il y a déjà des résultats à Saint-Étienne avec l'augmentation des effectifs de police, l'augmentation
question également de la vidéoprotection. Alors bien sûr, tout n'est pas parfait, mais c'est tout de même en voie de réussite. Nous pensons qu'il faut effectivement qu'à chaque délit puisse correspondre une sanction et que la sanction corresponde vraiment à une peine effectuée. Car quand on parle des questions de police, bon, il y a les questions d'effectifs. Nous proposons au niveau national une augmentation de 10 000 postes supplémentaires et il y a nécessité que derrière, la justice puisse vraiment faire son travail. Et ce qu'a proposé Christiane Taubira, la ministre de la Justice, que Régis Juanico a soutenu, c'est un laxisme total. Quand on pense qu'il ne faut plus poursuivre maintenant, quand les peines de prison soient inférieures à 2 ans, c'est vraiment un signal qui me semble être très négatif. Donc il y a nécessité d'être beaucoup plus strict à ce niveau-là, de rabaisser également la majorité pénale à 16 ans, parce qu'on se rend compte malheureusement que la délinquance, elle est de plus en plus jeune et il faut qu'on ait tout l'arsenal judiciaire pour intervenir. Et puis moi je suis partisan qu'avec la répression, il puisse y avoir aussi des actions de prévention et il y a nécessité dans nos quartiers d'accompagner les associations. Quant à la zone de sécurité prioritaire dont parle Monsieur Juanico, on va terminer là-dessus. Nous avons souvent des réunions en préfecture ensemble et il sait très bien que sur Montrénault, les effectifs de police n'ont pas été augmentés. Mais non, il y a 3 agents. Vous savez très bien que ça a fait l'objet d'une altercation avec le préfet. À Grenoble, ils sont 10 fois plus. Mais à Grenoble, ils ont peut-être un meilleur député socialiste que vous. Oui, alors le préfet l'a dit, les policiers interviennent de façon continue sur le quartier de Montréal. Je n'ai écho parce qu'après, c'est à Madame Vialon que... Mais je vais laisser Madame Vialon s'exprimer et moi je dirais ce que j'ai à dire sur la sécurité. Madame Vialon, vous dites dans le programme République En Marche, la police de sécurité quotidienne. Alors je me suis dit, il est curieux cet intitulé, police de sécurité quotidienne, parce qu'a priori, c'est le boulot de la police d'assurer la sécurité au quotidien. Oui, c'est quoi, pour éviter de réutiliser le mot îlotier aux polices de proximité? Oui, voilà, je pense que l'idée, c'est en effet d'assurer la police de proximité, de relancer l'écoute aussi, de ne pas faire que de la répression, mais aussi de la prévention. Et d'être au quotidien à sécuriser les quartiers, à s'en imprégner, à faire remonter ce qui a besoin d'être fait. Et surtout, voilà, tisser des liens, renforcer le lien social. Je pense que c'est important. Parce que très clairement, ce que je comprends bien, c'est que vous n'êtes pas sur uniquement le volet répressif, vous voulez aussi bien conjointement mener un volet de prévention. Voilà. Bien sûr, et puis aussi coupler ça, alors le volet de prévention il est crucial, il passera par l'éducation, il faut en effet réduire les incivilités, je pense aux femmes notamment forcément, puisqu'elles se sentent peut-être plus vulnérables que les hommes, donc le harcèlement vis-à-vis d'une femme, qu'il soit aux abribus ou ailleurs, mais aussi au niveau de l'Europe, parce que si on veut lutter contre la sécurité, le sentiment d'insécurité, il faut gérer ça aussi à très haut niveau, donc à tous les étages, avec au niveau de l'Europe, évidemment, tout ce qui est cybersécurité, et on comprend bien que ça ne peut fonctionner que si tous les pays s'assemblent ensemble pour gérer communément, avec une gestion des frontières qui est au niveau européen et pas les Ardennes, les Alpes, etc. Très bien. Vous, Régis Juanico, c'était plutôt l'augmentation, mais vous tous aussi, des postes de policiers et de gendarmes. Est-ce que pour vous, c'est la solution? Non, pas seulement. Protéger les Français, c'est aussi donner les moyens d'agir aux forces de sécurité. Et donc, il y a 2 choses à faire. Il y a la question des moyens et des effectifs pour la police, la gendarmerie, la justice, la défense et le renseignement. Vous êtes à peu près tous d'accord sur le chiffre de 10 000. Oui, non, mais attendez. Oui, on est d'accord sur le chiffre de 10 000. Sauf que Sarkozy et les amis de M. Artigue ont supprimé 10 000 postes pendant leur mandature. Et nous, on a recréé, on l'a fait, 10 000 postes supplémentaires. Mais il faudra aller beaucoup plus loin. Et effectivement, 10 000 postes, ça me paraît être le bon chiffre. J'ai obtenu de Bernard Cazeneuve que sur la première circonscription de la Loire, et donc sur la circonscription de Saint-Étienne, il y ait 60 postes supplémentaires sur les 150 qui ont été créés dans le département de la Loire. Mais la deuxième chose qu'il faut faire maintenant, pour les forces de l'ordre, c'est aussi leur assurer des bonnes conditions de travail. Il y a un premier plan qui a été lancé sur les locaux, sur le matériel, sur les véhicules, sur les armes, mais il faut aller plus loin. Et il faut aujourd'hui alléger ce que sont les tâches indues, les charges administratives qui pèsent sur les policiers et les gendarmes. Je pense aux procurations, je pense aussi au transfèrement de prisonniers. Aujourd'hui, il faut les alléger sur les conditions de travail. Et ce que j'ai obtenu de Bernard Cazeneuve durant ces 5 ans, c'est la rénovation de la caserne Bergson de groupement de gendarmerie départementale. 80 familles concernées, c'est à Bergson, c'est dans la première circonscription. 13 millions d'euros de travaux qui vont commencer dans les prochaines années. Alors là, vous n'allez pas du tout aimer ce que je vais vous dire, c'est qu'il va falloir qu'on avance dans le débat, parce qu'il nous reste, je vous le dis tout de suite, 7 minutes
laisse. Juste, alors je vous laisse vraiment 15 secondes et pas plus. Nico part de la gendarmerie, on attendait un hôtel de police intérieure qu'on a demandé à M. Cazeneuve, qu'il nous a refusé. Eh ben, Merci, il a donné la rénovation de la caserne Bergson et du commissariat Forial, monsieur La gendarmerie. Merci. Nous n'avons pas notre hôtel de police Allez. intérieure. 60 policiers supplémentaires. Alors, excusez-moi, là, il faut que j'avance dans le débat, donc vous allez m'écouter, s'il vous plaît, maintenant. Allez, comme l'exige la loi et dans un souci d'équité. Dans un souci d'équité, messieurs, dames, nous allons vous donner le nom des autres candidats en lice pour ce premier tour des législatives. Claire. Oui, au total, 14 candidats sur la circonscription. C'est plus qu'en 2012, mais c'est un peu moins qu'en 2007. Alors, il y a Bénédicte Place, d'hiver droite, Bernard Sirot, d'extrême gauche, Samarel Yousseni, la benjamine de ce scrutin dans la Loire. Elle n'a que 21 ans et représente l'Union populaire républicaine. Corinne Oumaclouf, de la France insoumise, Loïc Le Sauder, candidat indépendant sans étiquette. Il y a également Mourad Amlaoui du parti Justice Égalité, André Rousson, représentante du Ciel, c'est un parti souverainiste allié au Front National, Romain Brossard, le candidat de la Ligue ouvrière qui était déjà présent en 2012, Mohamed Abdi Rahman du parti radical de gauche et enfin Lucas Winiarski pour les communistes et le NPA. Alors on arrive au terme de cette émission. En guise de conclusion, nous vous laissons, madame, messieurs, 1 minute chacun. Les lumières sur le plateau vont s'abaisser tout doucement pour donner plus de solennité à vos propos. La question est simple et elle est la même pour tous. Pourquoi voter pour vous? On commence par vous, Régis Juanico. Les enquêtes d'intention de vote donnent une majorité absolue pour la majorité présidentielle. Et c'est la logique aujourd'hui de la Ve République. Est-ce que cela doit se traduire forcément par 100% de députés En Marche dans le département de la Loire? Non. Tout simplement, en 2012, nous avons obtenu une majorité présidentielle absolue et il n'y avait que 2 députés de la majorité présidentielle sur 6 dans le département de la Loire. Les électeurs de la première circonscription de la Loire vont donc avoir la possibilité de voter pour, pas par défaut, pas contre, mais pour un député au travail reconnu, parmi les plus actifs à l'Assemblée nationale, présent sur le terrain, mais aussi le seul député de la Loire à rendre compte publiquement de son mandat auprès de la population et à associer très concrètement aussi nos concitoyens à son travail parlementaire à travers un observatoire citoyen. Un député transparent, un député exemplaire, mais surtout un député capable de travailler avec tous dans un cadre transpartisan. Et donc, je vous invite à voter pour la candidature de rassemblement que j'incarne. Merci. Avec les socialistes, les écologistes et les citoyens. Nico, merci à vous. Gilles Artigue. Les habitants de la première circonscription de la Loire me connaissent bien. Je sais leur histoire, leurs besoins, leurs attentes depuis de très nombreuses années. Ils vivent dans un territoire qui a souffert, mais avec des élus qui se battent pour améliorer leur quotidien. En particulier, le maire de Saint-Étienne, Gaël Perdriau, président de Saint-Étienne Métropole, qui a besoin d'un élu, d'un parlementaire, d'un député ami pour porter au niveau national les projets de Saint-Étienne et de son territoire, et particulièrement l'infrastructure A45 entre Saint-Étienne et Lyon. Je porte aussi un projet national, un projet qui luttera contre le matraquage fiscal et en particulier cette augmentation de la CSG qui va pénaliser les retraités. J'ai la force aussi de l'union de nos partis, UDI, Républicains, droite et centre. Je suis opérationnel tout de suite. J'ai été député, je m'engage à abandonner tout autre mandat législatif. C'est fini, monsieur Artigue. Mon énergie, mon cœur pour vous. Merci, Gilles Artigue. Philippe Clause. Oui, bonjour. Eh bien, moi, ce que je voudrais dire très simplement, c'est qu'aujourd'hui, la notion de gauche, de droite, ça n'a plus aucun sens. D'ailleurs, tout le monde l'a bien prouvé, l'élection présidentielle aussi, on l'a bien compris. Aujourd'hui, tous, de l'extrême gauche à la droite, de la CGT au grand patron, ont appelé à voter pour le programme d'Emmanuel Macron, et c'est cela qu'il faut regarder. Ce programme-là, c'est le programme de la dérégulation du travail, c'est le programme de la perte de l'identité française, c'est le programme de la mondialisation. Nous avons d'un côté des gens qui passent leur temps à se contredire, à changer de veste, voire même à changer de camp, et de l'autre côté des gens qui soutiennent un seul programme depuis le début. Ce programme, il est clair, c'est celui de la défense de la citoyenneté française, c'est celui de la défense du bien-être français. Je suis ce candidat, je serai là pour les défendre, je serai le candidat qui dit ce qu'il fait, qui fait ce qu'il dit et qui tient ses engagements. Merci beaucoup Philippe Clause. Magali Vialon, pourquoi faut-il voter pour vous?
Alors, je n'ai jamais exercé de mandat d'élu. Si je suis élue députée, je vais mettre entre parenthèses mon métier de chercheur qui me passionne. Je le ferai uniquement pour mon pays et pour le territoire stéphanois où j'ai grandi, où je suis née. Je voudrais aussi dire que la majorité présidentielle d'Emmanuel Macron a soutenu un programme qui a été clairement exposé aux Français, qui est toujours le même depuis le début. On n'a pas enlevé un iota de celui-ci, on ne l'a pas édulcoré. La question qui se pose aux Français, c'est de savoir s'ils veulent le soutenir pour que les choses réellement changent, de savoir s'ils veulent rompre complètement avec les méthodes des siècles passés, j'allais dire, et des dernières années en tout cas, rallier les différents bords, la gauche, la droite, le privé, le public, l'entrepreneur qui crée les emplois et le salarié qui en profite et qui a bien compris où était son intérêt, c'est-à-dire que les entreprises aillent bien. Je serai une candidate qui va redonner cet élan national au niveau du territoire et je m'engage à le faire sans cumul de mandat, évidemment. Merci, en accord Magali avec la... Vialon. Merci beaucoup. Votre minute s'était écoulée. Voilà. Je voudrais vous remercier tous les quatre d'avoir participé à ce débat qui a été frustrant parce qu'évidemment, on n'a pas le temps à chaque fois d'aller au fond des thématiques, mais voilà, c'était animé. Dernière semaine de campagne, elle est chargée pour chacun d'entre vous? Vous avez beaucoup de rendez-vous? Oui. Beaucoup de terrain. Là, j'ai un avis presque un peu personnel. On a encore quelques secondes devant nous. Quand on a beaucoup travaillé auparavant, ça change pas Et grand-chose. donc, marché, des interviews encore. Voilà. D'autant que quand on est travailleur dans le privé, on prend sur nos congés payés pour le vous faire. aussi, Madame Valéran? Non, moi je me suis mis en disponibilité. Mais c'est une période formidable, les périodes de campagne, sachez-le. Bon, merci en tout cas d'avoir fait le trajet, soit en train, soit en voiture avec la 47. Voilà. Et merci surtout. Merci, c'est important d'avoir éclairé les citoyens, téléspectateurs et lecteurs. Merci Claire, à la prochaine. Merci Olivier. Allez, justement, les prochains rendez-vous avec l'info politique. D'abord, chaque soir dans le 19-20, c'est le journal de campagne. Le prochain débat et le dernier du reste, ce sera le mercredi 7 juin à 14h en direct sur Facebook et à 18h sur France 3. Débat sur la 6e circonscription du Rhône, celle de Villeurbanne, avec entre autres le face-à-face entre Najat Vallaud-Belkacem et Bruno Bonnell. Et puis bien sûr, la grande soirée électorale, dimanche soir à partir de 19h, la soirée de toutes les incertitudes, de toutes les surprises sans doute. Le journal régional sur France 3 est présenté ce dimanche par Sandra Méhallier. Juste après, Marine Le Pen, invitée de Dimanche en politique nationale, présentée par Francis Letellier. Ben voilà, je crois que je vous ai tout dit. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et puis prenez soin de vous et de tous ceux que vous aimez.